Bonjour et bon retour dans le podcast Cœur de Papa. Aujourd'hui, je reçois un homme dont le parcours m'a profondément touché. Nabil est de ceux qui portent des histoires silencieuses mais puissantes, des histoires d'épreuves, de résilience, d'amour et de transformation. Confronté à l'infertilité, à voir un premier mariage s'effondrer, se retrouver face à soi-même et choisir de ne pas s'effondrer. Nabil a traversé tout ça. Au fil des années, il a trouvé un autre chemin, un chemin vers lui-même, vers l'amour, vers une paternité qu'il n'avait pas imaginée. Il s'est reconstruit avec une femme et ses 2 enfants et s'est impliqué pleinement dans ce rôle de beau-père. Un rôle qu'il incarne le mieux possible, avec amour, dévotion et justesse, malgré les doutes, les ajustements et les défis que cela implique. Mais ce n'est pas tout. Ce chemin personnel, Nabil le transforme aujourd'hui vers l'accompagnement d'autres hommes. Il s'est formé à différentes pratiques corporelles et introspectives et est en chemin pour le transmettre aux autres. Il va nous en dire plus aujourd'hui. Donc, dans cet épisode, on va parler de tout ça, de ce qui fait de lui un père autrement, mais surtout un homme debout. Donc, pour commencer cet épisode, Bienvenue dans Cœur de Papa. je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Nabil, je vais simplement te laisser te présenter et raconter un peu ton parcours avec tes mots. Donc merci Nabil d'avoir accepté cette invitation et à toi la parole. Merci Aurélien. Écoute, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, Quand tu as évoqué ce que tu faisais, ce que tu proposais, je t'avoue que ça a beaucoup résonné en moi. Tu m'as présenté avec mon histoire un peu silencieuse, et c'est vrai, c'est ça qui a résonné en moi, le fait de dire ouais, c'est important qu'on partage, et notamment entre hommes, parce on parle assez peu entre nous de tout ça. Et en effet, dans mon histoire, il y a beaucoup de choses en fait que j'ai pas racontées, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vraiment partagées. Et je te remercie parce que ça m'a aussi, notamment pendant la préparation tous les deux, permis de revisiter une partie de mon histoire et d'ouvrir des sujets, des dossiers qui étaient là bien rangés au fond de moi et que je n'avais pas été réexploré. Et voilà, pour ça, je voudrais te remercier. Et puis, bien sûr, je te remercie de me donner la parole et me donner la chance et l'opportunité de pouvoir partager ça avec celles et ceux, ou en l'occurrence, certainement ceux chez qui voilà, des choses pourraient résonner et être utiles. Donc oui, je m'appelle Nabil Zerdazi, voilà, j'ai 47 ans aujourd'hui. J'ai deux métiers. J'ai un premier métier qui est mon premier métier de base, je suis chef de projet informatique. Donc voilà, c'est un métier qui m'inspire beaucoup, avec lequel je prends beaucoup de plaisir à travailler à l'international et différentes cultures. Et j'ai une deuxième activité que je lance depuis 2 ans, donc dont tu as teasé un petit peu tout ça tout à l'heure, et on va rentrer, j'imagine, un peu plus dans le détail dans le podcast, où en effet, je souhaite accompagner d'autres personnes à travers les compétences que j'ai pu acquérir, à travers le chemin que j'ai entamé il y a maintenant quelques années et qui m'a profondément transformé. Et là où j'ai découvert voilà des outils incroyables qui peuvent nous aider dans notre quotidien, mais aussi à grandir en tant qu'humain. Et voilà, ça donc je pense qu'on en parlera un petit peu après. Tu voulais que je commence directement par mon parcours? Ouais, Mon tu mon peux un histoire peu personnelle? détailler ton parcours de, voilà, à partir d'où tu veux le commencer, mais ouais, ton parcours de vie qui est assez atypique. On disait qu'il était silencieux, que beaucoup ne parlent pas, surtout entre hommes. Et voilà, si tu peux, ouais, évoquer ce beau parcours. Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Plusieurs étapes de ma vie. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir plusieurs vies dans une seule, dans une seule et même vie. Je pense que c'est un peu pour beaucoup d'entre nous pareil. Et
quand tu me donnes la parole pour parler de mon histoire et à travers mon rôle de beau-père ou de père, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée, une grande pensée pour les deux filles que j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir accompagner avec beaucoup d'amour. Donc j'ai presque envie de commencer par là, mais je vais reprendre dans l'ordre chronologique. Je pense que ça va aussi m'aider dans le suivi et ce sera peut-être plus clair pour ceux qui nous écoutent. Donc moi, je me suis marié une première fois, j'avais 25-26 ans, un premier mariage et lors de ce premier mariage, ben voilà, donc on a rapidement essayé d'avoir des enfants. Et pour moi, le fait de pouvoir créer une famille, être père et transmettre, c'est quelque chose qui vivait en moi depuis toujours, qui était à la fois extrêmement naturel et comme j'avais toujours ça en arrière-plan comme une préparation mentale sur la façon dont je devais me préparer moi dans ma vie pour pouvoir être présent et être à la hauteur de ce que c'est que de pouvoir être papa et de pouvoir avoir des enfants et j'avais dans mon esprit plein de choses que je devais préparer, je voulais vraiment être prêt. Donc tout ça pour dire que c'était vraiment quelque chose qui était là dans ma vie, très très important. Et voilà, lorsqu'on a essayé d'avoir des enfants, on s'est rapidement rendu compte que c'était difficile, que ça ne fonctionnait pas. Après un certain nombre de recherches qu'on a fait, de tests qu'on a fait de part et d'autre, mon ex-épouse et moi, on s'est rapidement rendu compte, ou en tout cas les résultats ont rapidement montré que de mon côté, il y avait de fortes chances que je sois stérile. S'ensuit à ce moment-là une série d'analyses et aussi un peu d'épreuves personnelles parce qu'il y a une espèce de peur qui apparaît autour de tout ça. Et à chaque étape, un peu qui confirme un peu plus le verdict, vient gentiment creuser en moi quelque chose dont je me suis rendu compte que bien plus tard. Et notamment, voilà, donc j'ai fait notamment un certain nombre d'examens qui ont été jusqu'à la biopsie testiculaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une biopsie testiculaire? Bah, c'est tout simplement le fait d'aller directement prélever, de couper un morceau, de prendre un morceau du testicule et de voir tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur pour voir s'il n'y avait pas possibilité de récupérer les gamètes, donc ce qui est vraiment à la source de la création des spermatozoïdes, pour essayer ensuite de les faire développer in vitro et donc du coup de pouvoir réaliser in vitro une fécondation et de pouvoir voilà, avoir des enfants par ce biais-là. Quand on en a parlé en introduction, enfin du moins en préparation tous les deux, voilà, comme je disais, ça a rouvert une porte vers cette histoire pour moi que j'avais vraiment mis de côté. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais rangé au fond de moi. Je sais que j'ai beaucoup souffert de cette situation-là parce que, comme je le disais, c'était extrêmement quelque chose qui vivait en moi, le fait de la parentalité, et le fait de transmettre, d'avoir des enfants. Et en effet, c'est tout un monde qui s'écroule à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est tout ce que je m'étais imaginé ou tout ce à quoi je m'étais préparé qui s'arrête net, qui est de manière assez violente et douloureuse. Et quand je dis douloureuse, c'est douloureuse bien sûr au niveau du cœur, douloureuse au niveau de ma personne, de qui je suis. Ça remet en cause en fait en profondeur qui je suis et ce que je fais là, pourquoi, quel est mon rôle ici si je peux pas avoir des enfants et transmettre, mais aussi une douleur physiquement. C'est-à-dire que il y a eu des impacts ensuite vraiment au niveau de mon côté, au niveau de l'appareil génital et au niveau même de la sexualité. J'ai pas compris que ça pouvait venir de là. J'ai compris ça vraiment très très longtemps après. Mais c'est vrai que le fait de cette biopsie pour moi est un élément marquant et qui est ancré dans ma mémoire comme vraiment un traumatisme. Et pour le coup là, le mot prend vraiment tout son sens pour moi. Mais c'est vrai que quand tu te retrouves, tu vois, là, dans un bloc opératoire, donc ça se fait en, en anesthésie locale, donc tu es allongé sur la table, tu vois pas ce qui se passe, il y a un drap, donc et de l'autre côté, il y a tout un tas de personnes en fait, donc chirurgiens plus étudiants plus voilà, des tas de gens qui ont vu une, une jolie vue sur ton intimité. Et en même temps, à ce moment-là, tu sens que voilà, la personne elle vient, elle l'ouvre, elle prend un morceau et elle évoque à haute voix le fait de dire bah voilà que, bah, c'est que ça a été malade, que ça s'est transformé, qu'il n'y a plus rien à faire de tout ça entre guillemets. Tu vois, je te dis ça avec les mots tels que je les ai. Évidemment, le chirurgien n'a pas pris ça, n'a pas évoqué ces mots-là directement, mais voilà, c'est ce que moi, en tout cas, comme ça, j'ai pris les choses
ou que de la façon dont je m'en souviens. Et ce moment-là, il est vraiment gravé dans ma mémoire. Et à la fois l'anesthésie était là, et à la fois la douleur physique qui remonte, elle est aussi là. Et le fait de t'en parler, je t'avoue honnêtement que c'est encore un peu présent dans ma mémoire. En tout cas, me rappelle ça. Donc c'est un moment vraiment très particulier pour moi en termes de douleur au niveau bien sûr de l'esprit, mais c'est aussi physique. Et c'est venu ouais m'accompagner après très longtemps dans ma vie. À la suite de ça, je t'avoue qu'honnêtement, voilà, que ça, pour ça, je disais que le mot traumatisme, il était vraiment fort, mais vraiment réel, parce que je l'ai vraiment très très mal vécu, au point que ça m'a vraiment changé, ça a changé une partie de ma personnalité, et j'ai compris avec le recul que après ça, j'ai vraiment été, je pense, insupportable avec mon ex. J'ai vraiment très mal vécu la chose. Je n'aurais pas voulu à elle, bien sûr. Hein, c'était vraiment de mon côté que ça se jouait. Et plus tard, d'ailleurs, elle m'a avoué que pour elle, c'était pas le fait de porter des enfants n'était pas un sujet directement, qu'on pouvait très bien adopter et qu'il y avait d'autres voies pour pouvoir le faire. Mais moi, j'étais pas du tout ouvert à tout ça. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à encaisser cette nouvelle, ce qui m'était. Et donc voilà, donc on a fini par se séparer et je sais que c'est vraiment de mon fait et au fait que j'ai vraiment mal vécu cet événement et l'impact que ça a eu sur ma personne. Ouais, c'est sûr que les chirurgiens, ils doivent pas prendre de gants, histoire de le dire, et ils pensent pas du tout aux effets psychologiques que ça peut avoir, je pense, quand ils parlent, eux, c'est leur quotidien, c'est, ouais, c'est leur quotidien et ils voient ça tous les jours et ils font pas attention à l'humain qui est derrière le drap, quoi. On est de la chair, c'est comme s'ils réparaient une voiture, quoi, et ah, bah, c'est foutu, on change. On est des Ouais, pièces, quoi, pour eux, ouais. c'est un peu leur quotidien, ouais, c'est un peu leur quotidien. Parfois, en effet, l'empathie est pas toujours là. Mais je me rappelle très bien des infirmières. Oui, comme je te disais, voilà, en plus, il n'était pas seul, il y avait d'autres personnes autour de lui, donc c'était très, très bizarre. Il y avait des infirmières qui étaient là, mais qui me rassuraient. Ouais, elles avaient des bons mots pour moi. Je me rappelle pas de tout ça, mais par contre, je me rappelle de leur présence, que pendant tout ça se passait, elles avaient soit des petites blagues, soit des bons mots. Donc, il y a aussi, voilà, dans tout cet environnement, des personnes qui prennent soin et qui sont là. Et non, je pense qu'on prend pas conscience de ce qu'elles font et de tout ce qu'elles nous apportent. Mais voilà, en tout cas, cette personne qui m'a dit ces mots-là, qui m'ont réconforté à l'époque pendant que j'étais sur cette table-là, je m'en souviens encore, donc je la remercie. Et donc après cette dure épreuve, donc il y a la séparation. Et là, tu mets un certain temps. T'arrives à nous dire à peu près combien de temps tu mets pour remonter la pente et retrouver une positivité. Est-ce que c'est la rencontre d'une nouvelle femme? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont déclenché? Est-ce que là, tu commences déjà un travail personnel sur toi? Tu peux un peu détailler cette traversée du désert et surtout, ouais, la temporalité et comment tu arrives à en ressortir. Ouais, il y a toute une période où en fait où clairement je suis en dépression. Et, quand t'es dedans, tu te rends pas compte, tu t'en rends pas compte honnêtement. Enfin donc je vais pas dire tu, je vais dire j'étais dedans, je m'en rendais pas compte. Et ouais, j'étais j'étais en dépression. La séparation derrière aussi forcément ajoute à tout ça. Mon corps faisait des choses très bizarres. J'avais vraiment des réactions physiques voilà, qui était en relation avec tout ce que je vivais, donc le corps et l'esprit, on sait pas, tout ça est lié, hein, donc euh, mon corps réagissait de manière assez forte. Et là, je t'avoue, rien que d'en reparler, tu vois, je me frotte un peu les mains, tu vois, il y a une espèce de tension qui se met en place dans les mains. Et en fait, du coup, oui, c'était l'occasion pour moi de passer du temps avec moi-même et de me reconstruire autour de moi. Donc, je me suis mis dans le sport. Je me suis créé des routines, une vie de mon taf, autour du sport. Voilà, j'ai des amis aussi autour de moi, donc socialement ça allait, mais vraiment, je pense que je me suis vraiment, le sport m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et quel sport tu pratiques? Euh, j'ai fait j'ai fait une quinzaine d'années de karaté. Et à ce moment-là, j'avais jamais fait de muscu, etc. Et je suis allé à la salle. J'y allais avec des personnes que je voyais régulièrement, etc. Donc socialement, c'était top. Voilà, je découvre la salle, le fitness, la muscu, et c'est plutôt vers ça que je me tourne. J'ai le karaté à côté, mais voilà, la salle me permet de gérer une routine, d'y aller régulièrement, de pas me retrouver tout seul non plus à la maison.
et de me sentir vivre à travers ma vie sociale, à travers le sport et à travers le travail. Mais je t'avoue que, et ça je peux te le dire aujourd'hui avec le recul, que tout ce qui était lié vraiment à cette difficulté de ne pas pouvoir avoir d'enfant, ce traumatisme de la stérilité, il est mis de côté et j'essaie de gérer les symptômes. Euh, mais j'encaisse plutôt la séparation et j'essaie de me reconstruire ma vie à ce moment-là en me centrant sur moi. Et ça dure, pour répondre sur ta question sur la temporalité, ouais, ça dure peut-être 3-4 ans, quoi. Ça dure peut-être 3-4 ans. Et, euh, et après, en fait, voilà, des nouvelles étapes se créent à travers en l'occurrence, une nouvelle relation. Et à ce moment-là, voilà, c'est pas quelqu'un que je rencontre, mais quelqu'un dont je me rapproche, avec qui j'ai passé 15 années de 15 belles, 15 belles années de ma vie, même si là, c'était pas super top, mais quand même, qui est une amie d'enfance pour qui j'ai le plus grand respect. Et donc du coup, on se rapproche et on se met ensemble. Et elle a deux enfants dont je me rapproche assez rapidement. Et c'est une nouvelle étape qui commence. Et à ce moment-là, voilà, je plonge dans cette nouvelle aventure. La belle aventure d'être papa différemment et tu t'impliques dans ce rôle de beau-père à devenir vraiment père, ou en tout cas te sentir vraiment père avec ses enfants. Écoute, à ce moment-là, j'essaye de me dire simplement, parce que du coup, donc on s'engage assez rapidement. Et puis, moi, quand je m'engage pleinement, que ce soit dans mes relations amoureuses de couple, parce que je pense que c'est la meilleure manière de donner, voilà, de réussir entre guillemets sa vie de couple, même si l'idée c'est pas de réussir, c'est pas une compétition évidemment, mais plutôt le fait de se donner le maximum de chances de vivre de belles choses à deux, c'est de s'engager pleinement et pas se poser de questions, vraiment de se donner entièrement. Et c'est ce que je décide de faire. Et quand je me mets avec une personne qui a déjà des enfants, bah, je peux pas dissocier les deux, en fait. Je me mets avec une femme mais qui est, en l'occurrence, voilà, ma compagne, puis une épouse, mais surtout une mère, et donc du coup avec ses enfants, et pas dissocier en l'occurrence les deux. Et donc du coup, de la même manière, je décide de prendre ce rôle-là complètement, et d'accueillir dans mon cœur ces deux filles. Et oui, bien sûr, pour moi, c'est un peu une découverte. C'est comment rentrer dans la vie de ces deux merveilleuses filles qui ont déjà leur propre histoire, qui ont leur maman, qui ont l'histoire avec leur propre papa. Comment se faire une place dans cette famille qui existe déjà, dans ces relations qui sont déjà là, et en faisant toujours, voilà, bien attention de leur apporter des choses et pas de créer peut-être de nouvelles difficultés. Je découvre, en fait, je me pose plein de questions. J'essaie de m'adapter à tout ça. J'essaie de le faire sans trop me poser de questions, en donnant le meilleur de moi-même. Quand je dis le meilleur de moi-même, c'est simplement être là pour elles dès que je sens qu'elles en ont besoin, et leur apporter tout ce que je peux. Mais rapidement, en fait, à l'intérieur de moi revient quelque chose que j'ai toujours eu, c'est-à-dire la transmission. Et ce côté, voilà, transmettre, qui était ma raison de vivre, bah, réapparaît. Comme j'ai aujourd'hui cette magnifique chance de pouvoir donner quelque chose de moi pour deux personnes, pour deux filles qui, je sais pas si elles demandaient que ça, mais en tout cas, à l'intérieur de moi, je me dis que je vais tout faire pour leur apporter, euh, ouais, tout ce que je peux faire. Et donc, ouais, voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Là, tu vois, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que m'a permis de faire mon ex-épouse. C'est-à-dire qu'elle m'a donné à la fois la chance, la responsabilité, mais aussi elle m'a ouvert les portes de ses filles. C'est-à-dire que c'est elle qui a permis ça. C'est elle qui a fait en sorte que ça puisse se produire, qui a fait en sorte de faciliter le lien, de créer le lien, et de me dire aussi un peu comment faire, parce qu'être parent comme ça du jour au lendemain d'une jeune fille d'adolescente, bah il n'y a pas de mode d'emploi. Je me suis rendu compte après qu'il y avait pas de mode d'emploi, je crois, quand on est papa tout court, c'est-à-dire biologiquement. Tu vois, j'ai toujours fait une espèce de petite différence entre le rôle de beau-père et de père, parce que
voilà, il y a pas le lien biologique. Et en fait, après, rapidement, je me suis rendu compte, ben non, en fait, il y a pas de mode d'emploi dans un cas comme dans l'autre, et que chaque histoire est différente, et que du coup, il faut juste essayer de donner le meilleur de soi-même pour leur apporter tout ce dont elles ont besoin. Et voilà, le faire avec cœur. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, comme je te disais, ce qui a permis ça, déjà dans un premier temps, c'est mon ex-épouse qui l'a permis. Et après, on a construit gentiment notre relation en tant que donc du coup de beau-père et de père. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et je peux te le dire aujourd'hui, ouais, on va dire, c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. Et je la remercie toutes les trois de tout cœur. Mmh. Beaucoup d'émotions qui remontent là, pour être honnête avec toi. C'est beau ce que tu partages et pour rebondir à ce que tu dis, effectivement, il y a pas de mode d'emploi. On peut essayer de s'y préparer le mieux possible et de donner son maximum. Moi, mes enfants, bah, ils m'en apprennent tous les jours, ils m'en font voir des roses et des pas mûrs et on apprend en même temps qu'eux et ils nous font nous remettre en question et ils nous font nous élever et pour eux, on évolue, on apprend, on change. On découvre de nouvelles choses, on remue ciel et terre pour leur bien-être et ce qu'on pense être le mieux pour eux. Et effectivement, je pense que le lien du sang, voilà, tu t'y prépares peut-être un petit peu 9 mois pendant la grossesse de ta femme, mais après, t'es dans le bain, pareil. Mais bon, là, toi, t'as eu des filles un peu plus grandes, donc t'as déjà tout ce qui est communication qui peut être déjà un peu plus abouti et peut-être un peu plus direct que quand tu as un nouveau-né où effectivement ça prend plus de temps et ça se crée, le lien se crée un peu plus sur la durée. Là, effectivement, je sais pas si tu veux un peu détailler le parcours, comment ça a été accepté du point de vue des filles, s'il y a eu des étapes, comment tu as dû ajuster un peu ta Ou posture et ouais, il y a eu comment ça s'est... ouais, c'est sûr qu'il y a eu plein il y a eu beaucoup d'é il y a eu beaucoup d'étapes. Il y a eu beaucoup d'étapes et j'ai beaucoup, tu as parlé aussi de dire que voilà les enfants nous apprennent beaucoup de choses, et oui, c'est clair elles m'ont clairement, enrichi et ça dès le départ et dans des tas de domaines différents. Hem, ouais, c'était différent donc Maëva avait 12 ans, Lilian en avait 5, donc c'est pas forcément la même approche. Voilà, j'arrive dans leur vie, je vois bien que Maëva, elle a 12 ans, elle a sa maman pour elle, j'arrive, je lui prends un peu de sa maman, c'est c'est pas forcément évident, aussi à s'adapter pour elle. Elle l'a clairement exprimé à l'époque, donc il faut à la fois prendre soin d'elle et à la fois aussi poser les choses pour que des nouveaux équilibres viennent se créer. La différence que je dirais, tu vois, la entre père et beau-père, c'est que je crois que, bah, entre pères, le lien, se crée, j'imagine assez rapidement, le lien, et la relation vient au fur et à mesure que les enfants grandissent. Là, je dirais l'inverse, tu vois, tu crées une relation, donc du coup, il y a un jeu d'apprivoisement qui se met en place, et puis après, petit à petit, à force justement de relations, de partage, d'épreuves communes, d'apprentissage, et à ce moment-là, voilà, il y a un lien petit à petit qui vient, qui se tisse, qui se crée, qui se renforce, et je t'avoue que ça, c'est assez incroyable à vivre et aujourd'hui à réaliser, de dire ok, je sens à l'intérieur de moi ce lien indéfectible que je peux avoir pour l'une comme pour l'autre qui est là, qui ne dépend pas du tout justement du fait que ce soit enfin, que la biologie prenne sa place à ce moment. Ça se joue vraiment à d'autres niveaux. Et donc oui, puis voilà, Lily qui avait 5 ans, elle était en demande, voilà, elle était une petite fille magique, donc elle était en demande et moi, dès le début, elle m'a émerveillé et ça a été une magnifique aventure de partager tout ça avec elle. Ça a réveillé mon âme d'enfant et je me suis amusé comme un petit fou justement avec elles deux, même si là, comme je disais, la relation est un peu différente parce que forcément une ado c'est pas la même chose. Mais euh, mais ouais, donc il y a eu pas mal d'étapes. Et puis c'est là aussi, ouais, c'est important. Arrive, je pense que là c'est pour un papa, beau papa, c'est pareil. C'est ok, qu'est-ce que c'est qu'un être père? Quelle position adopter? Quel cadre? Quelle fermeté? Voilà. Et puis du coup, tu as
tout ce que tu as appris, de la façon dont ton père a été avec toi, la façon dont ta culture t'a inculqué aussi de comment il fallait être père, où il fallait éduquer les enfants qui arrivent. Et puis tu commences à tester des choses parce que bah, ton père a fait ça avec toi et puis tu te rends compte que ça marche pas du tout. Et bon, en fait, il faut tout remettre en cause, quoi. Comment ça fonctionne et comment faire pour, au final, leur apporter tout ce dont elles ont besoin au fur et à mesure de ce qu'elles traversent à travers les temps. Et puis qu'au fur et à mesure qu'elles grandissent, qu'elles changent elles-mêmes, elles ont plusieurs vies dans une vie. Quand on voit les enfants, bah, les bébés, c'est pas pareil qu'un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 12 ans. Elles changent de caractère, elles changent de... bah, c'est de l'adaptation permanente. Ouais, ce qui me vient là, c'est que j'ai vécu quelque chose d'incroyable, que là où je pensais que la vie avait été dure avec moi, à travers cette stérilité, je me suis rendu compte que, bah, en fait, ouais, on pouvait vivre d'autres choses. La vie nous réserve des surprises tout le temps. Je m'attendais pas à ça. Pour moi, ce côté parentalité, il était mis quelque part de côté. Il y avait un deuil qui venait avec ça. Et le mot, il est vraiment là, quoi. Voilà, mis ça de côté en me disant que bon, bah, ça n'arriverait pas. Et finalement, là, ma vie m'a offert quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout, qui a été absolument extraordinaire. Et j'en suis tellement reconnaissant. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ce que j'ai pu vivre avec ces deux filles, et du moins dans la façon dont elles ont grandi. Aujourd'hui, je dis elles ont parce qu'elles ont grandi, donc les choses elles sont différentes. Elles sont adultes toutes les deux. Donc voilà, il y a de nouvelles relations qui se créent. Et voilà. Après, ouais, pour revenir sur un point un peu des idées reçues qu'on peut avoir ou que la société nous dit, sur la légitimité que tu as en tant que beau-père. Est-ce qu'il y a, bon, j'imagine que ça se crée au fur et à mesure, mais est-ce qu'il y a un moment où elles te font comprendre, où elles te font accepter, où tu sens, elle ou la maman te dit, bon voilà, t'es légitime, on enlève le beau de père et on peut dire que t'es leur père, quoi. Est-ce que, ou toi, t'as ressenti ça, ou je sais pas, si tu veux parler un peu de ça. Ouais, c'est important. Merci Aurélien de me donner l'opportunité de parler de ça. La terre entière te rappelle que t'es pas leur père. Ah, Il faut faire avec ça. Et j'avais décidé, bon ça je l'ai découvert au fur et à mesure évidemment, et j'ai décidé assez rapidement de dire, bah voilà, de toute façon ces faits ce ne sont pas eux qui décident, le lien il se crée entre l'enfant et donc entre les filles et moi, et que c'est quelque part elles qui décideront. Moi je suis pas là pour prendre la place du papa, je suis pas là pour être le papa absolument. Il n'y a pas de revendication par rapport à ça, il y avait rien, tu vois, c'est plutôt le fait de dire ok, il y a un lien qui se crée, il prend sa place, il est là. Et peu importe le nom qu'il y a derrière, c'est pas ça qui est important. Et de mon côté, euh, je souhaite simplement leur apporter tout ce dont elles ont besoin. Et si c'est un rôle de beau papa, c'est un rôle de beau papa. Et si c'est plus, c'est plus. Mais quelque part, c'est elles qui le décident. Pour moi, c'est les enfants qui décident de ça. Évidemment, le contexte est compliqué, puisque comme si je te dis que si la terre entière me dit que t'es pas, t'as pas ce rôle-là ou t'as pas cette position-là, c'est également le cas pour les enfants. Donc, c'est-à-dire que du coup, ça vient aussi jouer sur elles, sur la façon dont elles veulent créer le lien ou pas. Et, euh, et ouais, voilà, non, on m'a clairement fait comprendre à plusieurs reprises, oui, que j'étais pas le papa, et que même si il y a les meilleures intentions du monde, euh, je crois que ça reste toujours dans l'air. Et je dirais voilà, d'un côté c'est tout à fait normal. De l'autre côté, quand le lien il est là, il est fort avec l'enfant, euh, je trouve que c'est un petit peu dommage et que ça vient en effet rendre, en tout cas, dans tous les cas, ça rend la tâche difficile. Je dirais plus difficile. Parce que tu parlais de légitimité, c'est difficile d'avoir un positionnement où tu peux donner un cadre et une éducation. Si l'enfant, à un moment donné, il a des portes de sortie pour dire, bah non, moi je veux pas ce que tu me donnes, et puis il utilise ça pour justement ne pas appliquer, ne pas écouter et faire ce qu'il a envie de faire. Et on sait que dans l'éducation, il y a besoin d'avoir à un moment donné un cadre, que l'éducation aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas évident dans l'environnement dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on vit. Les enfants ont tellement d'interactions avec tellement de gens différents que je dirais que c'est pas forcément évidemment il y a plein de choses qui les protègent, mais c'est pas forcément évident. Euh,
En tout cas, ce côté légitime, moi, je sais que parfois j'en ai souffert, que ça n'a pas été évident parce que il faut vraiment faire la part des choses entre ce que je veux donner ou ce que je peux donner et le rôle que je veux avoir. Et est-ce que tout le monde te renvoie ou t'empêche ou te permet de faire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se mettre entre toi et l'enfant, par principe, ou alors de peur aussi qu'il y a un bout du lien que de membres de la famille pourraient avoir que les enfants soient pris par quelqu'un d'autre, ou qu'il y ait des influences, tu vois, qui soient, voilà, il y a des jeux d'influence qui se mettent en place vis-à-vis de l'enfant. C'est pas, c'est pas forcément, et voilà, dans le rôle de beau-père, c'est pas forcément évident. J'aurais été le papa biologique et par exemple, il y aurait des choses que j'aurais imposées parce que je pensais que c'était le plus important pour elle, pour la protéger, pour la guider. Et là, en l'occurrence, bah, je pouvais simplement pas le faire parce que j'avais pas cette légitimité. Et ça me fait penser côté administratif. Du coup, elles avaient encore, enfin, leur père biologique a joué un rôle encore dans leur éducation, dans leur lien, ou Non, c'était vraiment. non. Du coup, non. Ils ont pas joué de rôle dans l'éducation. Donc du coup, même vis-à-vis de l'école, etc. Il y avait pas, il y avait pas euh, cette chose-là entre guillemets à gérer. Je veux pas dire si c'est bien ou pas bien ou si ça a des avantages et des désavantages parce que chaque histoire est différente et que voilà. En tout cas, voilà, dans mon rôle à moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de prendre pleinement ce rôle d'éducation et de relais vis-à-vis de l'école, par exemple, ou de relais vis-à-vis de certaines institutions, parce que c'est moi qui étais présent et que surtout là encore, tout c'est tu vois, le rôle de la maman, il est tellement important. Et c'est elle qui m'a permis aussi d'avoir ce positionnement et qui m'a donné sa confiance pour que je puisse aussi accompagner les filles et vis-à-vis des incitations, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de l'éducation, donc vis-à-vis de tout ça. Donc, et l'école, elle a toujours été extrêmement bienveillante par rapport à ça. C'est-à-dire elle a toujours elle m'a toujours laissé la place, entre guillemets, en tant que beau-père, d'avoir ce rôle d'éducation et du coup de relais quand c'était nécessaire. Et ça, c'est top parce que ça se fait vraiment, pour le coup, dans mon histoire, en super bonne intelligence. Je vais repréciser peut-être un peu ma question et faire un parallèle, moi, avec mon histoire de vie. Tu vois, mon père, à moi, il a jamais connu son propre père. Et du coup, c'est un peu, on porte du coup le nom d'un beau-père qui a reconnu les trois enfants. Mon père avait un frère, une sœur. Et du coup, il a ce nom-là, et je pense que niveau administratif aussi, ça devait un peu simplifier et entre guillemets légitimiser ce rôle de père, alors que c'était aussi finalement qu'un beau-père. Est-ce que toi, dans ton histoire, est-ce que les filles, du coup, est-ce que tu t'es remarié? Est-ce qu'elles portent le nom? Et est-ce que ça aurait pu simplifier ou compliquer? Ou je sais pas, quelle est ta vision là-dessus par rapport à justement la transmission du nom et voilà, des papiers, de l'administration, ouais, tout ce qui est du quotidien, quoi. J'avoue que ça a pas été une problématique parce que ça s'est toujours géré en bonne intelligence aussi avec la maman et puis avec l'école, etc. Donc il n'y a jamais eu de difficulté par rapport à ça. On a toujours réussi à trouver en tout cas des solutions qui permettaient de gérer les choses correctement. Euh, mais là, je répète encore parce que c'est vraiment la façon dont a géré mon ex-épouse qui a permis tout ça. Voilà, donc il n'y a pas eu de non problématique. Après, concernant le nom, concernant tout ça, par rapport au lien que j'ai, par rapport à la façon dont ce qu'elle représente pour moi, par rapport à tout ça, moi j'aurais adoré pouvoir les adopter. Ça c'est quelque chose, c'est mon cœur qui parle, tu vois. C'est pas une question de papier, c'est pas une question de tout ça, c'est juste une question de leur dire ce qu'elles représentent pour moi et que je serai toujours là pour elles. C'est plus ça qui est derrière, tu vois. Là encore, c'est pour ça, c'est pour pas il essaie pas de prendre la place de qui que ce soit ou de faire de l'ombre à qui que ce soit. Et puis chaque histoire est différente aussi. Et puis t'as des papas qui sont présents, des papas qui le sont pas. Et puis t'as des beaux papas qui sont présents, des beaux papas qui le sont pas. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas c'est ce qu'elle représente pour moi aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, ça n'a jamais posé de difficulté. Et d'un point de vue, après, plus, tu disais, ouais, point de vue cœur, du coup, cette paternité,
elle s'est réveillée en toi? Qu'est-ce qu'elle a retransformé, de ton point de vue, d'avoir eu cette chance d'avoir ces 2 filles? Ah moi ça a changé ma vie, ça, tu vois? Ça a complété ma vie, je sais pas comment dire, ouf, ça va plus loin que ça. Voilà, c'est ce côté, amour inconditionnel qui est là en soi, ce sentiment, que parfois on se dit tu vois, je sais pas si on doit aller le chercher à l'extérieur de nous, tu vois? À travers nos relations, cette flamme à l'intérieur, ce sentiment qui est là, voilà, j'ai juste besoin de penser à elle et il apparaît, il renaît, il prend sa place, quoi. Donc c'est ça qu'elle cette relation a fait naître, ou a renforcé ou a créé, tu vois? Elles ont un morceau de mon cœur et à chaque fois que je pense à elles, ça ne fait que le réanimer, donc j'ai juste besoin tu vois, de me connecter à ça. Donc ouais, je sais je sais pas comment répondre à cette question. On peut dire que ça a ravivé en toi, une partie de ton cœur qui pensait être, verrouillé, fermé et éteint à tout jamais. En tout cas, ça a rallumé cette partie-là et cette Ah petite oui, flamme. ça a redonné toute sa place, c'est sûr. Ouais, ouais, c'était quelque chose dont j'avais fait le deuil. Une partie de moi, en effet, qui était un peu, ouais, qui était morte, quoi, tu vois? C'était un peu le sentiment que j'avais. Et en effet, ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est pour ça que je disais ça m'a complété puisque ça, voilà, ça a en effet rallumé une partie que j'avais décidé, d'éteindre pour me protéger et parce que j'en avais fait le deuil, tout simplement. Et ouais, et non, et voilà, tu peux aussi, enfin, c'est juste extraordinaire, ce qui m'a été offert et c'est une chance incroyable. Je le souhaite à à tout le monde en fait, peu importe, là je dis encore père, beau-père, peu importe, c'est juste la relation avec un enfant et le lien, qu'il y a derrière tout ça et ce que ça peut créer, heu, à dans le cœur de 2 êtres. Ouais, bah, c'est beau et dans ce parcours, avec ces 2 enfants, ton parcours, toi, d'homme, ton cheminement, si on fait un peu la transition maintenant avec le parcours, professionnel, ta reconstruction, si tu peux nous nous faire des parallèles? Est-ce que c'est tes filles qui t'ont poussé à te remettre en question ou c'est en te remettant en question que ça a changé tes choses, avec tes filles? Heu ou c'est ouais, quel était ce chemin? Comment tu as découvert, toi les cercles d'hommes? Donc c'est par là qu'on s'est connus, par, les cercles d'hommes. Ouais, comment était ton chemin? Tu m'as dit que tu t'étais d'abord formé à la sophrologie, je crois? Tu peux un peu expliquer ce parcours? Ouais, ouais, bien sûr. Là, c'est plus, lié, cette partie-là, elle est plus, liée, l'élément déclencheur, de ce cheminement. Même si quelque part, je sens bien que j'ai toujours été hyper curieux du fonctionnement de l'humain, des relations entre humains en général. Ça aussi, je pense toujours fait, partie de moi, sauf que, bah, j'avais une conscience, on va dire, assez limitée de certaines choses, hein, des choses qu'on ne nous apprend pas, je pense tout simplement et qui sont pour moi, en tout cas aujourd'hui je le comprends, nécessaires au développement, de chacun d'entre nous et ça depuis l'enfance. Donc ça moi ça cette ce changement, ce cheminement, il prend sa source dans la relation que j'avais justement donc avec la maman des filles. Voilà, on était en difficulté au niveau du couple et en termes de communication, ça devenait extrêmement compliqué et je savais plus par quel bout, prendre, tout ça et voilà, à un moment donné, je me suis rendu clairement compte que la seule chose sur laquelle je pouvais agir ou la seule personne du moins sur laquelle je pouvais agir, c'était moi-même et j'ai commencé un travail d'introspection. Je t'avoue que j'avais marre j'en avais marre de mes réactions. Enfin, du moins, je comprenais pas pourquoi certaines réactions. Je voyais bien que je surréagissais. Donc, il y avait des éléments, des choses qui venaient déclencher en moi, ces réactions qui étaient pas forcément directement liées à ce qu'on se disait, ou à la façon dont on se dont la relation, hem, se passait et qui me dépassait. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai commencé ce travail d'introspection à comprendre, à observer, quelles étaient mes réactions, à essayer de faire des liens avec, justement le pourquoi de tout ça. Donc à force de cette concrètement, je prenais un journal et j'écrivais. J'avais un tableau dans mon bureau,
à chaque fois que j'avais une réaction et que j'essayais de comprendre, je prenais le temps d'écrire et petit à petit, ça crée des petits morceaux de puzzle et à force, de réflexion, il y a le puzzle a commencé à se construire, les pièces ont commencé à assembler les unes les autres. J'ai commencé à y voir un peu plus clair, sauf qu'à un moment donné, en fait, je me suis rapidement rendu compte que j'avais pas il y a des choses auxquelles j'avais pas du tout accès, et qui se passaient vraiment à un autre niveau et je savais pas comment faire. Je savais pas comment, continuer à faire ce travail-là. Et j'ai rencontré un hypnothérapeute sur Paris, et c'est marrant comment ça m'est venu. D'ailleurs, le fait de m'intéresser à l'hypno, en tant que personne qui aime le sport, de temps en temps, je lis L'Équipe et dans L'Équipe, il y avait un article qui parlait d'une sportive qui, cherchait à développer ses performances et qui se rendait compte qu'il y avait un plafond de verre et elle savait pas comment aller au-delà et elle a rencontré, du coup, cet hypnothérapeute qui lui a fait prendre conscience qu'elle avait des croyances à l'intérieur d'elle-même qui la bloquaient, qui l'empêchaient d'aller plus loin. Et cette personne lui a permis d'aller chercher à l'intérieur d'elle-même qu'est-ce qui faisait qu'elle avait ces croyances qui l'empêchaient de performer comme elle le souhaitait, ou alors du moins de progresser. Et la façon dont l'article était construit, ça fait le lien, moi, avec ce que je vivais à ce moment-là, puisqu'il y avait des choses auxquelles j'avais pas accès. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller le voir. Elle avait donné son nom, donc je suis allé voir cette personne. Du coup, donc je suis arrivé avec mon petit calepin, j'avais fait un petit schéma sur tout, sur la façon dont moi je mettais, tu vois, voilà, sur une espèce de petit code intérieur, OK, comment je réagis, pourquoi, comment, ce que j'ai compris de moi, qu'est-ce qui va pas, et les points A, B, C, je sais pas ce qu'il y a derrière, je comprends pas, voilà. Donc, je lui ai partagé tout ça et il m'a accompagné. On a fait quelques séances et c'est là où, ben, grâce à lui, j'ai compris, qu'il y avait autre chose que ce qu'on a la conscience, que le subconscient était une part extrêmement importante en nous-mêmes, et ça m'a ouvert des portes sur une part de l'humain auquel j'avais pas du tout conscience. Je t'avoue que la suite de tout ça, on n'a pas réussi à se réconcilier avec mon ex-épouse, donc on s'est séparés. Et lorsqu'on s'est séparés, moi, j'ai décidé de gérer cette transition-là avec ce qui m'inspirait le plus, c'est-à-dire le voyage. Et je suis parti en Indonésie. Enfin, j'ai fait un road trip en Asie pendant pratiquement 2 mois. Mais ce voyage-là, je le voulais pas simplement pour aller voir de belles choses, et je voulais apprendre. J'étais dans ce processus d'apprentissage et je voulais vraiment qu'il serve à quelque chose de concret. Je voulais aussi, tu sais, que cette séparation soit pas juste une séparation comme une autre, et que pour moi, voilà, la vie que j'ai partagée avec elle, avec les enfants, avait beaucoup de valeur. Et, et du coup, cette séparation, elle devait m'apporter quelque chose. Je devais apprendre de tout ça. Donc, pour moi, c'était vraiment important de continuer ce cheminement-là. Et dans ce processus d'introspection, je me suis rendu compte que au niveau physique aussi, j'avais des blocages, des symptômes, et que j'arrivais pas du tout à respirer. Voilà, j'étais complètement bloqué au niveau de la poitrine et j'étais très fatigué tout le temps et je comprenais pas pourquoi est-ce que tout ça était ces réactions ou ces symptômes. Et j'ai décidé de m'intéresser à la respiration, et donc quand je suis parti en Indonésie, j'ai regardé si je pouvais pas me former autour de ça. Et j'ai trouvé un gars qui s'appelle Alex, donc, donc c'est Breathing Cold Bali pour ceux qui sont intéressés d'aller voir ce que ce gars fait. Je suis parti en formation avec lui en Indo pendant 3 semaines. Donc il travaille autour du breathwork, autour donc de la respiration en général, hein, donc pas qu'autour du breathwork aussi, mais vraiment de la respiration, de la thérapie par le froid, donc les bains de glace, l'authentic relating, donc les relations interpersonnelles, évidemment, on tour de méditation, cercle de parole. Et là, voilà, j'ai découvert un truc un peu complètement dingue. J'ai passé 3 semaines dans cette formation qui n'était pas qu'une formation. En fait, c'est vraiment de l'expérimentation. C'est vraiment, quand on parle de transformation, tu vois, ce mot-là, il est on a l'impression que voilà, qu'on va changer en allant faire des choses. Mais voilà, pour le coup, euh, il y a vraiment des choses profondes qui se sont passées. Pour ceux qui connaissent le breathwork et la puissance de ce que ça peut apporter, notamment justement dans le fait de plonger dans sa propre histoire, dans son subconscient, le fait de venir libérer des traumatismes profonds par le corps, et ensuite par la conscientisation, par l'intégration grâce au froid, grâce au cercle de parole, grâce à la méditation. Ça m'a brassé pendant 3 semaines. Je vais pas te mentir, j'ai chialé pendant 3 semaines. J'ai crié pendant 3 semaines. J'avais plus accès à mes émotions. J'avais plus accès à rien. J'avais pas accès à mes rêves. Ça fait très longtemps que j'avais plus accès à tout ça. Et ça a été
tellement puissant. Pour moi, franchement, ça a été en 3 semaines, ça a été l'équivalent de 10 ans de thérapie. Je me suis réconcilié avec mon histoire. Il y a des tas de dossiers qui étaient au fond de moi, voilà, liés à mon enfance, liés à la façon dont j'ai grandi, liés à certaines relations, liés à tout ce que je t'ai évoqué aussi en termes de trauma et cetera. Donc j'ai toutes ces choses-là qui ont aussi, eu un impact, hein, sur ma vie sexuelle, sur toutes ces choses-là, pardon, et je comprenais pas d'où ça venait. Et donc la transformation, l'impact sur moi, sur ma vie, sur qui je suis, sur mes émotions, sur la façon dont je vois la vie en général, dont je peux m'adapter, à la vie. Tous ces outils, toute cette expérience-là, m'a fait découvrir un nouveau monde, et quand j'ai compris l'impact que ça avait sur moi, assez rapidement, j'ai compris que il fallait que je puisse le transmettre pour que celles et ceux qui souhaitent aussi, cheminer, et aller plus loin dans leur expérience de vie ou grandir, peu importe ce qu'on veut utiliser comme mot, puissent aussi le faire et pas forcément le faire à Bali et c'est pas forcément le faire, tu sais, à l'autre bout du monde en se disant: «Ben, c'est accessible que là-bas», faire ce travail-là aussi, tu sais, loin du quotidien, loin de tout ça parce que c'est pas facile, mais c'est plus simple quand même de le faire dans un cadre qui est loin de tout. Mais c'est plutôt de le proposer aussi à des personnes qui sont là, en France, en Occident, dans le quotidien, où on vit vraiment Mmh. avec des rythmes et un stress, qui parfois nous empêche de faire ce travail sur nous. C'était quelque chose, voilà, que je voulais vraiment, faire et porter. Et donc voilà, ça fait 2 ans que je me forme autour de tous ces outils-là, ce qui m'a amené aussi du coup à travailler avec Chris, justement autour des cercles d'hommes. Avec Chris, donc je suis allé avec lui aussi, donc je me suis formé avec lui. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler autour de ma masculinité. Je me suis rendu compte qu'il y avait des parts de ma masculinité aussi que j'avais envie d'explorer, que j'avais envie de découvrir ou de redécouvrir, qui étaient un peu éteintes. Et ça m'a permis aussi de travailler, on va dire, toutes mes parts, voilà, mes parts d'ombre, mais un petit peu aussi tous les domaines, qui nous composent en tant qu'être humain et en tant qu'homme. Je me suis formé à la sophrologie, donc aujourd'hui aussi je suis, sophrologue, où c'est une pratique, aussi extraordinaire parce que ça combine justement toutes les thérapies, de l'Occident et de l'Orient, donc c'est vraiment un mélange de ces 2 mondes-là. C'est aussi assez puissant. Je me suis, formé aussi à la respiration, mais d'un point de vue scientifique avec Oxygen Advantage. Je suis instructeur, Oxygen Advantage. Donc c'est l'une des 2-3 écoles au niveau mondial qui sont reconnues justement pour être spécialisées dans la respiration avec une approche 100% scientifique. Donc tous les outils qui sont proposés sont vraiment validés par la science. Donc ça pour moi c'était aussi super important de faire le lien entre le côté qu'on pourrait dire un peu, tu vois, travail émotionnel, spirituel et le côté scientifique. Et voilà, donc la combinaison de tout ça fait aujourd'hui que j'ai développé des connaissances. Là aujourd'hui, je m'intéresse à la psychologie, notamment à l'IFS, Internal Family System, qui est hyper puissant aussi pour compléter tout ça. Même si de toute façon l'apprentissage ne se termine jamais, surtout quand on parle de l'humain. Et donc voilà, je vais proposer des espaces justement de transformation ou d'exploration, peu importe comment on veut évoquer tout ça, pour que chacun, dans son propre chemin, puisse venir tester, essayer et prendre quelque chose qui pourrait l'aider à cheminer dans son parcours, peu importe où est-ce qu'on en est au début ou qu'on soit déjà après quelques années d'exploration ou d'avancement, c'est toujours bon. J'ai proposé ça à Montpellier et à Paris. Et là, tu vois, je pars en Inde la semaine prochaine. Pendant une semaine, je vais voir mon ami Sonakshi qui a une école là-bas et qui est, qui a développé tout ça. Et puis donc dans le contexte indien, donc aussi dans un contexte hyper puissant. Donc je vais co-animer un atelier avec elle là-bas. Et je vais aussi animer un atelier pour ses professeurs. Elle a une école. Son concept est génial, tu vois. Elle a une école où en fait qui est dédiée aux enfants, donc crèche maternelle et un petit peu plus grand. Et l'idée c'est de leur apprendre les compétences humaines nécessaires, si tu veux, à son développement ou à notre développement, des choses qu'on fait pas forcément en Occident. Donc évidemment gestion des émotions, gestion des relations, euh, voilà relation avec le corps, relation du coup aussi avec le tête corps esprit,
avec dans la culture indienne aussi, mais un peu avec tous les outils que je viens de t'évoquer, tu vois, la respiration, le partage et tous ces beaux sentiments. Donc, je vais aller pouvoir voir comment elle travaille là-bas. Et je vais avoir la chance d'animer un atelier avec ses professeurs pendant une demi-journée, où je prévois de leur faire un vision board justement aussi là pour les aider à se préparer dans le quotidien pour pouvoir transmettre. Donc, ouais, ce mot de transmission, tu vois, qui est important pour moi. Et après, je pars 2 semaines en Indonésie où je vais co-animer la retraite de Chris là-bas en Indo. Donc en cercle d'hommes, donc avec des hommes. Et pour boucler la boucle aussi, c'est super important pour moi. Je co-anime aussi avec Alex, donc qui m'a formé il y a 2 ans, et avec qui j'ai découvert tout ça. Donc 2 jours d'atelier sur Bali. Puis j'adore parce que c'est dans un contexte international, donc multiculturel, donc c'est super fort à chaque fois les partages et les histoires des uns et des autres. Donc là, ouais, je pars pour 2 semaines absolument incroyables, 3 semaines absolument incroyables. Et quand je rentre, voilà, je lance mes ateliers sur Montpellier et sur. C'est beau, chouette, chouette, beau programme qui t'attend et qui donne envie en tout cas. Mais avant de détailler un peu ton retour et ouais, ce que tu vas proposer sur Montpellier et Paris, moi j'ai noté quelque chose qui m'a fait réagir, c'est ton début de parcours. Tu as dit que tu as pris des notes un peu par toi-même en gros, et pour essayer un peu de comprendre en gros ta psyché et comment tu fonctionnais, tes réactions. C'est ça. Ça t'est venu. T'as toujours eu une attirance pour l'écriture, par exemple, parce que je sais que l'écriture peut être une thérapie en elle-même et ça peut être vachement important de réussir à poser ses pensées en mots. Et mon mentor, moi, Pierre Dufresne, il dit toujours, le fait d'écrire, ça permet de penser en phrases complètes et pas juste d'avoir une pensée qui en chasse une autre. Alors, l'écriture, ça peut déjà être euh, une belle thérapie entre guillemets en elle-même. Donc je vais ouais, si tu peux un peu détailler ça, si ça t'est venu intuitivement ou si t'as vu ça dans un bouquin, ou si à ce moment-là tu faisais des lectures et t'es dit tiens l'écriture j'ai une attirance par ça, je vais commencer par ça. Et comme je te disais, moi, l'intention de ce podcast aussi, c'est un peu de casser les codes, les a priori qu'on peut avoir dans la société. Et un a priori que j'avais aussi, moi, beaucoup, et que je pense beaucoup d'hommes ont, c'est quand tu te fais accompagner, que ce soit par n'importe quel thérapeute, mais en l'occurrence un peu plus par quand tu vas voir une psy. Moi, j'avais cette image-là au début de ceux qui vont voir une psy, ils sont faibles, ils ont un problème mental, ils ont un problème psychologique, ils sont limite fous. Et alors qu'une fois que je me suis fait accompagner, et je me fais toujours accompagner, on peut parler de sujets divers et variés, on peut évoluer, avoir quelqu'un qui t'aide à reformuler, à avoir une vision différente, à structurer un peu tes pensées. Et cet accompagnement, voilà, ça fait un bien-être psychologique qui est vraiment chouette et qui fait, à l'inverse de la folie, fait un humain et un homme plus ancré, plus aligné, plus sûr de lui, plus confiant et qui peut aller de l'avant et aller affronter ses zones d'ombre. Et donc, je voulais un peu casser ce code du thérapeute, du psychologue. Voilà, il faut aller le voir. Et donc, ouais, je serais curieux de voir, toi, ton cheminement par rapport à ça et comment cette idée de prendre des notes, elle t'est venue. Ok. Il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire aussi, voilà, que je peux partager sur la façon dont je voyais les choses aussi et qui ont un peu évolué. Euh, pour répondre à ta question sur ma prise de notes, premièrement, ça a été complètement intuitif. Ma vie m'a appris, où j'ai compris de ce que la vie voilà, semblé m'apprendre, je vais peut-être le dire comme ça, que je pouvais me débrouiller que par moi-même. C'est évidemment une croyance limitante, c'est évidemment faux. Je pense qu'on est beaucoup à penser ça, euh, mais c'est comme ça que je me suis construit. Et ça a forcément comme tous les avantages et les inconvénients. Et à ce moment-là, en fait, voilà, ce qui m'a fait réagir, c'est que j'en avais vraiment marre de moi. J'avais marre de mes réactions, j'en avais vraiment marre. Je ne me reconnaissais pas dans ma façon de vivre, de réagir. Euh,
Il y avait rien de violent, il y avait rien, tu vois, d'extrême, si tu veux, dans tout ça. Mais moi, vis-à-vis de moi, je me plaisais plus. Et ça, il fallait que je comprenne. Pourquoi? Parce que je voyais bien qu'il y avait des choses qui allaient au-delà de moi-même. Et c'est là où j'ai décidé de prendre ce recul et de prendre des notes. Et je suis quelqu'un d'assez visuel. Juste à côté de moi, là, j'ai un grand tableau blanc. Et quand je pense à quelque chose, je le note et je reviens dessus plus tard. Et voilà, j'essaie de travailler, tu sais, avec la mémoire. Je sais plus comment on appelle cette mémoire-là, mais c'est justement qui travaille en arrière-plan. Et donc du coup, non, ça m'est venu comme ça. J'ai pas été inspiré par quelqu'un ou par quelque chose. En tout cas, peut-être que si, de manière inconsciente, mais je crois pas. Et donc oui, ça a duré comme ça plusieurs semaines où je prenais ce que j'avais sous la main, donc un petit carnet, mon téléphone, et quand je pensais à quelque chose ou j'observais quelque chose, je le notais. Ensuite, j'allais sur mon tableau, je reportais tout ça sur mon tableau et je notais. Et à force de noter, bah, en fait, il y a des choses, il y a des liens qui se font. Bah, je tirais un trait entre les deux et donc du coup, bah ok. Bah, à force de faire des liens, j'arrivais à conscientiser ou comprendre. Ça m'aidait à conscientiser, à comprendre certaines choses. Et finalement, ce travail-là que j'ai fait tout seul avec mon tableau, avec mes mots, bah, en effet, peut-être qu'en en allant voir quelqu'un et en lui exprimant ce que je ressentais ou ce que je faisais, bah, peut-être cette personne, elle aurait été capable de me poser des questions, de soulever justement des choses que je ne voyais pas et de me renvoyer un certain nombre d'éléments qui m'auraient permis de faire des liens. Et donc là, c'est un peu ce que tu partages dans le fait de dire de se faire accompagner par quelqu'un qui est un professionnel et qui prend le recul nécessaire pour pouvoir justement accueillir ce qui est partagé. Donc déjà, me permettre en l'occurrence de m'exprimer, premièrement, en plus ça c'est super important. Et puis bah, renvoyer un certain nombre de choses pour que je prenne du recul et que je prenne conscience de choses que je ne voyais pas. Donc ce chemin-là, en effet, je l'ai d'abord fait tout seul. Mais j'ai appris, ce que je pense maintenant, c'est que cette logique-là, elle est nécessaire, je pense, dans la vie dans nos quotidiens, pour qu'on soit capable de prendre du recul sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur la façon dont on réagit, et que même si on n'a pas des réponses, le fait de prendre le temps de s'observer fait qu'on apprend mieux de soi et que derrière on peut un peu s'adapter à nous-mêmes aussi, en tant que partie prenante de tout ce qui se passe, et pas uniquement, tu sais, regarder à l'extérieur et se dire que le monde n'est que l'extérieur et que c'est l'extérieur qui va s'adapter à ce que je vis ou à ce que je pense ou à la réalité que j'imagine, tu vois. Parce que tout se passe dans la tête, on sait que la réalité, elle est juste, c'est juste le monde vu par nos propres filtres ou par nos propres croyances. Donc, du coup, se mettre dans l'équation, ça change tout en fait. Et ben, c'est ce que j'ai commencé à faire et c'est là que j'ai compris comment ça, voilà, c'est ça qui m'a ouvert de nouvelles expertises, pardon, oui, déjà, c'est vrai, une nouvelle expertise, mais surtout de nouvelles perspectives. Euh, et donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, je voulais réagir par rapport au fait de voir un psychologue. Je fais partie des gens qui, et j'ai toujours dit, bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, j'avais été voir un psychologue, ça m'a rien apporté. Et c'était à l'époque justement bah, ouais, de mon premier mariage et puis, bah, du passage difficile dont je t'ai parlé, et j'avais été voir mon médecin et il avait fait une petite analyse et il m'a dit: «Est-ce que parfois vous pensez, à la mort? Est-ce que vous pensez, je veux dire que c'est trop pour vous, en fait?» Et j'avais pas réalisé, mais c'était vrai. Donc ça veut pas dire que j'avais pas des pensées suicidaires, pas du tout. Et en psychologie, on voit que c'est d'avoir des pensées comme celle-ci, ne sont que des indicateurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses plus graves derrière. Mais par contre, c'est un indicateur suffisant pour dire, ah, là, il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'aller voir quelqu'un parce que c'est trop et que le signal, la tête, parce que le corps aussi, on voit des signaux quand ça va pas, mais la tête aussi, elle envoie et ça en fait partie. De dire là, non, je sais pas gérer, donc j'en ai marre, j'en peux plus, je veux plus vivre ça, quoi, je veux plus ressentir ça. Et donc, du coup, j'avais été voir faire ce psychologue. Je m'ai toujours dit que ça m'avait pas aidé, mais en fait, avec le recul, bien sûr que ça m'avait aidé. J'ai pu parler, j'ai pu m'exprimer, et même si cette personne me parlait quasiment pas, bah, juste le fait de pouvoir m'exprimer, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et finalement, j'ai accepté de voir, pour être honnête avec toi, un psychothérapeute qu'il y a peu de temps, ça date de cette année. Et malgré tout ce que j'ai appris à travers justement le corps, parce que du coup, je me suis rendu compte que et du coup, mon sentiment fait qu'aujourd'hui, que ça passe d'abord par le corps avant de passer par la tête, même si en fait les deux sont complètement complémentaires, fait que et j'ai eu des transformations, des prises de conscience tellement puissantes à travers d'autres outils ou d'autres expériences qui passent pas du tout par la psychothérapie, en me disant bah voilà, donc en fait, ça me confortait dans l'idée que c'était pas obligatoire.
Sauf qu'en fait, il y a des tas de choses que je n'ai pu conscientiser que quand j'ai été en parler à quelqu'un et qui m'a permis de m'accompagner. Donc, j'ai passé à un autre niveau encore en étant accompagné par quelqu'un. Le tout, c'est de trouver la bonne personne, celle qui correspond en effet à soi, sa façon un petit peu de voir les choses, ou en tout cas son caractère. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée avec la personne, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Mais il faut que cette alliance thérapeutique, elle se passe pas juste simplement au niveau du cadre et de la sécurité, mais qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond derrière pour pouvoir justement euh, avancer. En tout cas, ça c'est moi personnellement, c'est ce que je pense et c'est comme ça que je c'est ce que je conseillerais en tout cas de faire. Et donc voilà, aujourd'hui, ouais, je suis convaincu en effet que c'est super important d'avoir quelqu'un avec qui échanger, qui parler, qui peut nous permettre de prendre conscience de certaines choses, de voir les choses autrement, de faire part de son expertise et puis ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. Mais je pense qu'aussi, mais que ce n'est pas suffisant. Je pense que profondément, c'est nécessaire que on parle de tête, corps, esprit, que les trois, donc émotions, que les trois sont complètement, ou les quatre sont complètement liés et qu'il faut prendre les choses dans leur ensemble et pas uniquement à travers la psychologie ou la psychothérapie. Hein, c'est comme la médecine. On dit que voilà, la médecine soigne, le corps se guérit. Et c'est important de le prendre en considération et de comprendre que bah, toutes ces justement approches qu'on pourrait le dire alternatives permettent de compléter en fait l'ensemble et mais c'est aussi de prendre notre part de responsabilité. Et ça c'est super important, tu vois, de prendre cette part de responsabilité vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis de ce qu'on vit, vis-à-vis de notre esprit. Et moi c'est ce que j'ai compris aussi en disant j'en ai marre de ma réaction. Aujourd'hui je prends la responsabilité de qui je suis et je prends la responsabilité de venir changer certaines choses en moi pour être aligné avec ce que je vis, ce que je pense, même si aligné, c'est souvent un mot qui est aussi un peu galvaudé, mais c'est vraiment ce qui me vient comme mot parce que c'est ce que je ressens. Et qu'à travers ça, en allant en moi, en me réconciliant ou en trouvant mon équilibre, je peux aussi, à un moment donné, voilà, améliorer ma relation aux autres et apporter quelque chose aux autres. Et tous ensemble, dans ce chemin-là, on ne peut que grandir. Et c'est là où je vais finir avec ça, ce que j'ai tout à l'heure, en se disant que je te disais que je pensais que je pouvais, voilà, que je devais me débrouiller que par moi-même, mais c'est souvent à travers l'histoire des autres qui ont fait résonner des choses chez moi que j'ai pu comprendre en fait et me rendre compte un que j'étais pas seul, deux qu'on était plus fort ensemble et que leurs histoires permettaient de venir faire résonner des choses en moi qui étaient aussi profondément euh, enfoui, mais que l'émotion que ça me générait faisait que ça me permettait à moi aussi de relâcher, tu vois, une émotion qui était là, qui était enfouie, qui était cachée, qui me bloquait aussi quelque part et qui me permettait de la libérer et de lancer un nouveau process sur quelque chose que je savais pas. Et donc non, tout seul, on peut faire des choses, mais c'est ensemble et à plusieurs qu'on grandit. Certains diraient qu'on se soigne, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais plutôt voilà qu'on grandit et, et, qu'on devient meilleur en tout cas, qu'on devient plus authentique, quelque part je me sens aujourd'hui à m'approcher gentiment de tout ça, c'est ce que je veux partager avec le maximum de personnes, leur permettre justement de prendre ce chemin de l'authenticité, de leur certains diraient de leur plein potentiel, mais je dirais déjà d'être bien avec voilà, d'être bien avec soi Ouais. et d'être bien avec les autres et on en a bien besoin dans les temps qu'on Et j'ai encore aussi envie de réagir à ce que tu partages. Ouais, c'est beau et se faire accompagner quand on vit des expériences qui peuvent être très fortes, comme les expériences dans un cercle d'hommes, dans un bain froid, dans un breathwork, dans des pratiques chamaniques, enfin tout ce qui peut être un peu thérapie alternative. Sur le coup, on vit des moments forts et c'est vrai que c'est bien d'avoir un thérapeute ou d'avoir un carnet de notes ou d'avoir quelqu'un qui permette d'analyser tout ce qu'on a vécu et de le transformer, de l'intégrer dans la matière. Et c'est en ça que l'accompagnement est vachement utile et complémentaire à toutes ces expériences-là. Et d'ailleurs, moi, celle qui m'a formé, elle disait, c'est elle qui m'a fait ouvrir l'esprit sur ça et qui me disait, c'est important d'avoir un thérapeute de référence pour aller débriefer toutes les expériences qu'on peut vivre. Et autre chose que je voulais réagir, ouais, par rapport à des fois, tu dis effectivement juste le fait de s'exprimer,
ça peut aider, ça peut libérer, le fait d'être entendu, d'être écouté. Et moi, je me suis formé à la CNV, communication non violente, OK. et c'est vrai qu'on voit ça aussi en CNV. Juste le fait des fois d'exprimer un besoin, ben ça peut le soulager, ou en tout cas de soulager l'émotion et le sentiment qui est derrière. Le fait de l'exprimer, ça soulage, et des fois ça suffit à faire passer la colère, à faire passer l'émotion négative, et on n'a pas forcément besoin de le combler ou de trouver une solution qui va derrière. Juste le fait de l'exprimer, d'avoir été entendu, des fois ça suffit. Et ça permet Et de... c'est tellement important ce que tu partages et ça me permet aussi de rebondir là-dessus et c'est quelque part aussi un petit peu un message, on n'a pas vraiment appris à communiquer, les uns avec, les autres. Il y a en effet, il y a certaines, règles de communication, je dirais, parce que c'est super important parce que pour pouvoir s'exprimer, il faut se sentir en confiance. Ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un en face de soi, qui permette ça, qui pose, à un moment donné, une ouverture, qui fait qu'on ne va pas être jugé, qui fait que, on va pas recevoir, de conseils, non demandés, ce qui va être partagé va être accueilli, avec, une simple écoute, une simple bienveillance, sans chercher à être sauvé, sans chercher à et c'est tellement important simplement de pouvoir s'exprimer, heu, donc voilà. Et c'est aussi un message pour moi qui est super important, où on n'a pas besoin de faire le moral à qui que ce soit, simplement écouter et laisser de la place à l'autre, créer un espace, sécurisant pour qu'on puisse, enfin pour que la personne puisse simplement s'exprimer, c'est déjà, super puissant comme accompagnement. Ouais. Et ben ouais, c'est la CNV qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Et donc pour synthétiser et revenir sur tout ça, donc toi tu vas proposer des accompagnements donc sur Montpellier et sur Paris. Si ceux qui nous écoutent veulent en savoir plus, te contacter, par où est-ce que c'est le mieux pour te contacter et pour voir ce que tu proposes? Est-ce que tu as une page Insta, une chaîne YouTube, un mail? C'est quoi que tu préfères si on doit te contacter? Ouais, écoute, tu sais quoi? J'ai créé ma page Insta, dédiée à ça hier, pour On te a un dire la scoop alors, on vérité. a un scoop. Exactement, c'est-à-dire que voilà, hier, j'ai passé un peu de temps pour vraiment savoir ce que je voulais partager, comment je voulais le partager. Je me suis écrit, tu vois, un petit manifeste perso pour exprimer un peu tout ça, un petit peu ce que je viens de partager là maintenant, tu vois, mais un petit peu, voilà, à l'écrit, qui va être la base de ce que je vais aussi un peu proposer. Donc cette page Insta elle est vierge aujourd'hui, mais elle va vivre dans les prochains jours, notamment avec mon voyage. J'ai appelé ça human.space. YUMAN.space. Human pour la contraction de you, donc toi, et human pour sur humain, l'humanité, cette approche de l'humain et de l'humanité pour moi est extrêmement extrêmement importante, extrêmement vivante. Et point space parce que bah voilà, c'est ce qu'on vient de se dire juste avant, créer des espaces où chacun d'entre nous peut venir à la fois s'exprimer par le corps, par les émotions, par la parole, des espaces où on se sent bien, libre, en sécurité pour vivre ses propres expériences et grandir tous ensemble. C'est dans un cadre voilà avec une grande humanité, une grande bienveillance et partager nos connaissances. On est tous au même niveau, peu importe. Voilà, on est tous des humains de la même manière. Il y a personne qui est supérieur à qui que ce soit, et chacun vient avec son histoire, ses croyances, ses connaissances, et on a tous à apprendre des uns des autres. Voilà, ce sont ces espaces-là que j'ai envie de proposer et qui vont voir le jour à mon retour de voyage au mois de mai. Donc, yoman.space, c'est mon Insta. On mettra le lien dans l'article, en commentaire, dans l'article quand sortira l'épisode. Super. Je mettrai le lien. Merci Aurélien. Mmh. Ben ouais, ça fait déjà, je crois, quasiment 1 heure et demie qu'on discute. Ok. Ça passe vite. Alors pour conclure, bah d'abord un immense merci à toi Nabil pour ta confiance, ta sincérité, pour être entré
avec moi, avec nous, dans cette intimité, dans cette sincérité, dans cette profondeur. Merci d'avoir mis des mots sur ton vécu et ce que beaucoup d'hommes peut-être gardent en silence, et le fait de libérer la parole avec ton histoire, j'espère que ça résonnera chez certains et que ça pourra toucher, et inspirer et ouvrir des espaces et de la réflexion, et voilà, montrer que on peut s'en relever, que des autres chemins existent, et n'hésitez pas à aller vous faire accompagner, du coup, peut-être par Nabil ou quelqu'un d'autre. En tout cas, restez pas seul. Et pour conclure, avant qu'on termine, si je te laisse le mot de la fin, si tu as quelque chose que tu voudrais encore partager ou un conseil que tu aimerais faire passer aux hommes qui seraient dans la même situation que toi, ou par rapport au fait d'être beau-père, si tu as un message, une image, quelque chose que tu veux partager en conclusion. Mmh. S'ouvrir et donner sans rien attendre en retour, heu, c'est quelque chose qui n'est pas aisé, je dirais, mais je crois que c'est, la meilleure voie à suivre, pour, pour pouvoir, créer des liens forts, hem, sans attente et donner le meilleur de soi-même. Donc je crois que qu'on soit papa ou beau-père, heu, c'est super important. Je dirais qu'il y a autre chose aussi qui est vraiment extrêmement important, c'est, de prendre la responsabilité de qui on est, et de comprendre qu'on a en nous des croyances, des schémas qui fait que parfois on veut donner le meilleur de nous-mêmes, mais qu'il y a des parts de nous qui nous contrôlent, qui nous dirigent, qui font que ce qu'on transmet ou la façon dont on vit les uns avec les autres, ou et notamment avec les enfants, peuvent polluer l'éducation, ou qu'on parfois on peut transmettre des choses qui sont pas forcément nécessaires pour les enfants. Donc de prendre cette responsabilité, de faire ce chemin pour soi et aussi pour les autres et aussi pour ceux qu'on aime. Donc moi j'inviterais à chacun d'entre nous d'entamer ce chemin, ce travail pour devenir des humains meilleurs pour nous, mais aussi pour nos enfants. Le faire pour les enfants, ouais. Moi, c'est ce qui a entamé mon chemin, c'est le faire pour les enfants, et c'est les enfants qui m'ont fait évoluer. Donc, merci pour ce beau message. Et en toute dernière question, dans tout ton parcours de vie, si tu avais un ou plusieurs hommes qui t'ont inspiré, qu'ils soient papa ou pas forcément, que tu aimerais que je puisse inviter sur ce podcast pour continuer à faire vivre le podcast avec quelqu'un à me recommander. Il y a 2 personnes qui me viennent à l'esprit, et une pas forcément pour te la recommander, mais juste parce qu'elle m'a beaucoup, inspiré. L'autre, pourquoi pas? Ouais, ouais, ça peut être ça peut être une bonne idée, hein, quelques histoires à raconter, des histoires de vie, je pense. Heu, je vais commencer par lui, ouais, c'est mon pote d'université, Sébastien. Il est papa solo avec, ses 2 enfants, voilà, il a une façon de vivre d'homme, et voilà, de mène sa vie d'homme complète. Il est hyper sportif, et pour lui, voilà, il a une hygiène de vie hyper drastique. Il est à fond dans tout ce qu'il fait, et en même temps, voilà, il met la priorité, il gère ses 2 enfants, et ouais, je pense qu'il aurait plein de trucs à raconter en mode papa solo. Hem Et la deuxième personne qui vient à l'esprit, bah, tu vois, c'est mon ex-beau-père. Lui, c'est plus par l'exemple, en fait. C'est plus par, le côté, transmission par l'exemple. Il parle pas beaucoup, mais par contre, tout ce qu'il fait, tu vois, c'est simple et c'est inspirant. Ce côté, voilà, éducation, et vraiment pas par la parole, juste par l'exemple, par l'incarnation de ce que c'est que d'être, tu vois, un papa, ou c'est super inspirant de voir, enfin, cette personne d'un certain âge, toujours, incarner et agir, de me montrer le bon exemple, et il y a pas besoin de parler, hein. Et l'exemplarité, c'est la meilleure, pour les enfants, c'est la meilleure façon de... Exactement, et ça, c'est ce qui, tu vois, lui, c'est ce qui m'a quelque part, transmis, sans un mot.
Bah écoute, Nabil, merci beaucoup pour tous ces échanges. Et si tu veux nous mettre en contact avec Seb et lui en parler, c'est avec plaisir Ouais, que je le avec plaisir, recevrai. carrément, Que je le recevrai. ça marche. Merci beaucoup pour tout cet échange. Et puis, on attend de tes nouvelles sur la page Instagram, de ton beau Ouais, voyage qui t'attend. ouais, ça marche. Et puis, on se tient au courant quand tu reviens en France. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Aurélien encore pour ton invitation et m'avoir donné l'opportunité de partager tout ça. Merci à toi. À Ciao. bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!